Quand j'ai lu la première fois l'intitulé de cette table ronde, BIM Exploitation, l'approche indispensable pour valoriser les actifs, je me suis dit, Thomas, ça y est, tu as atteint ce que Laurence Peter a bien théorisé par le passé, ton seuil d'incompétence. Et puis, après un bref moment de désarroi, une lueur d'espoir m'est apparue, une forme de convergence entre ma situation personnelle et le thème du jour qui s'est opéré. Et oui, les professionnels du tertiaire, asset ou property manager, les responsables des collectivités de territoire, n'ont-ils pas eux aussi besoin, dans la gestion de leurs actifs, de nouvelles compétences, de nouveaux outils pour parvenir à maîtriser tout cet arsenal de normes, de nouvelles réglementations liées aux performances énergétiques, de consommation de fluides, de gestion de flux, de transition de rénovation, de maîtrise environnementale, j'en passe, afin de mieux connaître, optimiser et valoriser les actifs et par là les territoires. Donc tous ces outils de gestion, n'ont-ils pas gestion de l'information, de data, n'ont-ils pas précisément pour but de repousser les limites de nos compétences, celles que nous pouvions avoir avant l'existence de ces outils, et même plus, créer de nouvelles compétences et donc au final de nouvelles valeurs. Voilà, donc je me suis dit, convergence entre ma situation et le thème, et justement, pour m'aider à y voir plus clair, et peut-être à vous y voir plus clair aussi, 4 professionnels légitimes, eux, dans leur domaine de compétences, nous ont fait l'honneur de se déplacer en chair, en os et en matière grise. Je commence par vous présenter, donc celui qui est en face de moi, Lionel Henry, bonjour, merci d'être venu, vous êtes Business Development chez donc Esri, c'est ça, donc le spécialiste mondial de la cartographie, on va revenir dessus, je vous présente tout le monde et après je fais un petit tour particulier. Donc Jean-Philippe Régnier, vous êtes directeur commercial chez Intent Technologies. Bonjour, merci de vous être déplacé. Jean-Bernard Sers, directeur Smart Solutions chez Sogetrel. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Stéphane Gourgou, vous êtes vice-président de Bionatics, éditeur de logiciels. Bonjour. Alors, donc, quand on parle de BIM, donc voilà, de Building Information Modeling, c'est ça. Donc, quelle définition on peut donner? Qu'est-ce que c'est qu'une définition dynamique déjà? Et on va peut-être commencer par vous, Jean-Bernard. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition en présentant donc votre société? En quoi cette société interfère et est générée avec les BIM? Oui, merci pour cette introduction, Thomas. Alors, je vais effectivement vous présenter rapidement avant que l'on réponde, car cette question peut amener beaucoup de réponses, que l'on réponde à votre question. Je vais présenter succinctement Sogetrel. D'ailleurs, peut-être que la définition même du BIM, c'est l'ensemble de... Voilà, quand on arrive à définir, on a compris en fait les enjeux, c'est ça. Effectivement. Ouais, d'accord. Donc, avant d'adresser le sujet du Building Information Model, je vais présenter en quelques slides la société Sogetrel, qui est une ancienne entre guillemets société qui a 35 ans d'expérience et d'existence, qui est née à Nancy plus exactement, et qui est à la base experte dans le déploiement des réseaux très haut débit pour les villes et les collectivités. Si l'on peut passer au slide qui suit, s'il vous plaît, merci, car ma télécommande ne marche pas. Et donc, Sogetrel est une société de près de 5000 personnes, à peu près 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, comme vous le voyez sur le slide, et puis une centaine d'implantations réparties partout en France. Nous sommes intégrateurs de solutions digitales pour les villes, les collectivités, et solutions que l'on déploie dans les bâtiments et à différents niveaux au sein des villes et des villes. Nous sommes répartis, comme vous le voyez, sur l'ensemble du territoire. Nous sommes présents également en Belgique, en Suisse, à La Réunion. Et nos implantations font que l'on peut garantir globalement une proximité de nos clients avec une proximité qui fait qu'on est dans le centre de la France où il y a un petit désert. Au centre de la France, on mettra 1h30 pour atteindre notre client le plus lointain, mais sinon, globalement, entre une demi-heure et 3/4 d'heure, on est très proche de nos clients. Nos domaines se répartissent en 4 grandes... sont au nombre de 4. On adresse les réseaux d'infrastructures, ce qu'on appelle la partie infrastructure networks sur la gauche de ce slide, les services de proximité en bleu clair sur ce slide également, la sécurité et la smart city sur laquelle je m'attarderai un petit peu plus prochainement. Très rapidement, ces 4 domaines, donc Communication Networks, on déploie des réseaux d'infrastructures pour les collectivités, donc des réseaux d'initiative publique quand les opérateurs n'y sont pas présents, des réseaux privés pour relier entre elles les collectivités ou
ou autres, des réseaux filaires. À la base, on déployait des réseaux à base de cuivre, et puis de plus en plus, évidemment, la fibre optique a pris le pas en multipliant drastiquement les débits. Et puis, quand les réseaux filaires ne sont pas possibles, on déploie également des réseaux radio. J'en reparlerai à l'occasion quand on adressera le sujet des objets connectés par la suite. Security, avec la marque Erima, qui est une marque qui est elle aussi, qui a un certain nombre d'années d'existence, et dans le domaine de la sécurité, là on commence à rentrer à proximité des bâtiments, où l'on déploie des solutions de vidéosurveillance, contrôle d'accès, alarme anti-intrusion, SAS sécurisé, etc. etc. La troisième brique concerne les services de proximité. Donc en complément au déploiement des réseaux haut débit, on déploie des services de proximité, on déploie des compteurs communicants, des compteurs de type Linky, Gaspard, des box pour les opérateurs. Et donc là, on déploie en très peu de temps des infrastructures, et du moins des équipements. Et on les connecte auprès de clients avec une machine, je dirais, une industrialisation des process de déploiement, puisqu'on déploie à peu près, comme vous le voyez, 5 millions d'interventions. On effectue 5 millions d'interventions par an, donc c'est assez conséquent. Et enfin, la Smart City, qui est un domaine que l'on adresse, sur lequel, là aussi, je m'attarderai tout à l'heure quand on parlera des cas d'usage. On adresse les collectivités et on va jusqu'au bâtiment pour y déployer des solutions digitales dans différents domaines qui vont de l'éclairage public à l'efficacité énergétique, le trafic, les bornes de recharge, etc., etc. Voilà de façon très succincte qui est Sogetrel. L'ensemble de toutes vos activités et compétences. Alors tentons déjà d'approcher la définition de la BIM. Qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel solution, c'est un modèle, c'est de la maquette, c'est un pattern, c'est un outil numérique, c'est tout à la fois. Qu'est-ce que c'est? Qui veut répondre en premier pour tentons de définir les contours? Alors, je peux peut-être essayer d'apporter une partie de la définition du BIM. Donc, juste pour me présenter rapidement, donc Jean-Philippe Régnier, je suis directeur commercial d'Inten, qui est une entreprise créée en 2011 qui aujourd'hui opère justement une plateforme de services pour les acteurs de l'immobilier et de la ville, qui va leur servir à développer la valeur d'usage de leur bâtiment. Et je pense que justement, à travers ces notions de valeur d'usage, on touche à un aspect important du BIM. C'est finalement comment est-ce que la maîtrise des données va permettre d'adresser des enjeux des propriétaires et des opérateurs immobiliers, que ce soit sur la maîtrise des charges et des coûts d'exploitation, sur l'expérience d'utilisation des bâtiments par leurs occupants, sur l'attractivité des bâtiments et la capacité qu'on va avoir à déployer des nouveaux services, sur la modernisation aussi des outils qui sont mis à disposition de toutes les entreprises qui interviennent dans les bâtiments justement pour les exploiter. Et finalement, cette notion de BIM, donc comme on le disait, le building, donc on parle du bâtiment, l'information, la donnée qui sert à faire son métier, et le modeling, c'est-à-dire comment est-ce que je la présente aux utilisateurs. Ben finalement, opérer du BIM, c'est vraiment faire en sorte que toutes ces parties prenantes dont on parlait, elles puissent mieux utiliser la donnée dans leur métier au quotidien, pour justement améliorer l'usage des bâtiments. Et aujourd'hui, finalement, c'est vrai qu'on essaie de se concentrer plus sur l'information, parce que c'est quand même ça aujourd'hui qui fait qu'on a un meilleur pilotage des bâtiments. Et puis, on va pouvoir apporter en plus, en effet, des nouveaux contextes d'usage de la donnée à travers la 3D, par exemple, qui permettent de visualiser ces données dans des maquettes du bâtiment, pour là aussi aider à de nouveaux contextes d'usage sur de la programmation de travaux, sur le repérage plus facile d'un équipement qui pose problème, ou justement de l'optimisation d'occupation d'espace d'un bâtiment. Donc le BIM, c'est vraiment cette capacité qu'on va avoir à mieux utiliser la donnée et le modèle du bâtiment pour développer sa valeur. Et donc, qui accompagne donc, depuis la création, depuis même les plans, la construction, la gestion, et puis même on va dire la valorisation du bâtiment. C'est ça que ce même outil, ce couteau suisse-là, permet d'accompagner donc la vie du bâtiment depuis l'idée jusqu'à son utilisation finale. Alors en effet, je pense qu'il y a un enjeu qui est de pouvoir gérer ces informations et ce modèle pendant tout le cycle de vie du bâtiment. Alors le BIM, historiquement, on le connaissait sur la partie conception et construction, puisque voilà, aujourd'hui, on a beaucoup d'opérations neuves qui ont été d'abord conçues en 3D avant d'être conçues réellement. Et puis aujourd'hui, on a cette notion de BIM GEM, gestion, exploitation, maintenance, qui vient accompagner l'exploitation et tout le cycle de vie du bâtiment et faire en sorte que ces données elles puissent devenir plus facilement exploitables, et elles vont avoir un impact justement sur l'usage du bâtiment pendant tout son cycle de vie.
en prenant en compte la spécificité d'un secteur où on va retrouver des acteurs qui sont à la fois des petites entreprises comme des multinationales et qu'il va falloir accompagner aussi justement dans leur numérisation et dans leur adoption de ces nouveaux usages à l'échelle du bâtiment et donc faire en sorte de pouvoir créer pendant tout le cycle de vie du bâtiment une gestion du cycle de vie des données qui elles aussi vont être amenées à changer en fonction des acteurs qui interviennent. Et c'est vraiment là-dessus que nous, Intent, on essaie d'apporter un bout de la solution BIM en permettant justement de maîtriser les données pendant toute la vie du bâtiment. Ouais. Donc, quand on est à l'échelle d'un bâtiment, on parle de BIM, mais quand on concatène, on agrège l'ensemble de toutes ces données des différents bâtiments, on arrive évidemment à des échelles plus importantes. Et c'est là qu'on parle de SIM, et c'est là que ça intervient pour les territoires, les collectivités, pour la gestion de l'ensemble, c'est ça, même d'un écoquartier, même d'une ville, ou plus large. Après on peut aller plus loin, c'est ça. Donc on parle du micro pour aller au macro, et toujours, on est toujours dans l'exploitation de la donnée. Le SIM, c'est ça, pour avoir la définition, on en est encore sur poser les bases. Oui, Thomas, oui, le SIM, on peut l'interpréter de cette façon. Pour revenir sur le BIM, en fait, le BIM est un processus. Dans ce processus, vous avez d'abord des acteurs qui vont modéliser l'information, la diffuser, la mettre à jour. Et là, on parle des concepteurs, mais aussi des utilisateurs. Donc ce processus, c'est d'abord une méthode, et cette méthode s'appuie sur des outils qui vont modéliser en 3D, en fait, une maquette sur laquelle on va s'appuyer pour les différents cas d'usage. Le B de building n'est pas que bâtiment. En anglais, c'est bâtiment et infrastructure. D'accord. On dit en anglais to build a map. Et dans ce B, il y a aussi les infrastructures telles que les ponts, les routes, les voies ferrées, par exemple. Et ces informations du processus BIM s'intègrent dans un territoire, puisqu'il y a une connexion entre le bâtiment, le pont, la construction d'un canal et l'environnement existant, que ce soit un bâtiment existant ou un nouveau bâtiment. Et ce qu'on propose chez Esri France, c'est un jumeau numérique du territoire et des infrastructures, qu'on pourrait appeler SIM, si vous voulez. Et l'objectif est de connecter ce processus, ces maquettes 3D, au sein d'un environnement géographique. Donc, Esri fournit des logiciels de cartographie 2D et 3D, et ensuite de pouvoir se connecter pour aller vers des applications métiers, comme celles que présente par exemple Sogetrel avec des capteurs d'objets connectés intelligents. La relation entre le bâtiment et le territoire est essentielle, puisqu'on dit souvent que le contexte en effet est essentiel, mais le contenu est primordial, puisque la construction d'un bâtiment va être soumise par exemple à des règles sur les réseaux enterrés, sur la géologie. Quand on construit un bâtiment, il y a des études géologiques. Donc il y a toutes ces informations pour arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui le géomètre numérique, qui va permettre ensuite aux acteurs, que ce soit en mode de conception, de construction, d'exploitation et de maintenance, mais aussi aux utilisateurs d'un bâtiment, d'une route, d'un ouvrage d'art, d'avoir un accès à une information à jour, ce qui est essentiel, avec la possibilité d'être interactif. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand on parle de jumeaux numériques, on a l'impression qu'on parle juste d'une reproduction, on va dire, d'une reproduction en maquette 3D. Or, c'est encore plus que ça. C'est que ça intègre en temps réel. Donc, ce n'est pas une reproduction finie, c'est pas une maquette finie. C'est une maquette qui interagit, qui continue de collecter les données pour les analyser, donc pour répondre et apporter des solutions. C'est ça d'accord. J'apprends beaucoup, moi, ça fait ma formation aujourd'hui. Oui, et en complément, vous voyez avec cette maquette ce que vous voyez et vous voyez ce que vous ne voyez pas. Je m'explique. Dans un bâtiment comme celui-là, en l'occurrence, vous avez des canalisations, des câbles divers et variés. Et le fait de mettre en place une solution BIMée, si je puis dire, sans l'abîmer, consiste à représenter tous ces cheminements de câbles, de canalisations et autres qui permettront, en l'occurrence, aux exploitants de mieux faire leur job, si je puis dire, et de savoir exactement à quel endroit passe telle infrastructure pour demain faire évoluer le bâtiment. Parce que le bâtiment évolue au même titre que les organisations évoluent. Donc il faut que le bâtiment évolue et puisse s'adapter aux évolutions des organisations.
Alors, question, donc, on disait que ça ne s'adresse qu'aux bâtiments neufs où on peut intégrer les anciens bâtiments pour avoir cette même connaissance et collecte d'informations. Il suffit de rajouter des capteurs ou en fait c'est beaucoup plus facile évidemment sur la création from scratch. Mais est-ce qu'on peut intégrer l'ancien, le bâti à l'intérieur de ces solutions? Alors, si je peux partager peut-être l'expérience justement d'Intent, finalement aujourd'hui, la plateforme qu'on opère, elle est déployée sur près d'1 million de logements sociaux, par exemple. On se doute bien que ce million de logements, Ce n'est pas que du neuf. c'est pas uniquement des logements neufs en effet, et c'est dans une très infime partie des logements qui sont modélisés en 3D. Et en effet, sur cette notion de BIM, il faut bien équilibrer à la fois la partie information et la partie de données et la partie de modèle. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que dans l'usage, quand on parle de moderniser les outils des personnes qui gèrent ces immeubles-là et qui sont sur le terrain et qui peuvent être à la fois des gardiens, des managers de site, des techniciens de maintenance, etc. Ces personnes-là ont avant tout besoin d'informations pour bien faire leur travail, c'est-à-dire par exemple connaître la description d'un bâtiment, savoir quand est-ce que des équipements ont été remplacés, savoir quel est l'usage et quels sont les occupants d'un bâtiment, etc. pour bien faire leur travail. La maquette 3D va apporter un nouveau contexte de visualisation de ces données pour pouvoir mettre en œuvre des nouveaux cas d'usage. Mais en effet, aujourd'hui, on peut très bien imaginer déployer du BIM sur des bâtiments existants à partir justement de modélisations qui vont être très simples, qui peuvent déjà commencer par être une description du bâtiment, puis on va évoluer, on va dire que c'est de la description en une dimension. Ouais, J'ai un descriptif du bâtiment, puis de la 2 dimensions qui peut devenir son plan, puis de la 3 dimensions qui peut devenir justement une maquette 3D. Alors, Mais Jean-Philippe, vous l'information avez reste une vidéo à nous montrer justement de présentation. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on a aujourd'hui une opération en BIM-GEM, alors je dirais qu'elle est très avancée puisqu'on va jusqu'à la maquette 3D qui est opérée sur le siège de Nexity à Asnières, qui s'appelle le bâtiment New, sur lequel justement aujourd'hui on fait dans un premier temps déjà du BIM à une dimension qui est déjà de connecter tous les acteurs qui interviennent en exploitation et en maintenance du bâtiment pour justement faciliter l'entretien du bâtiment, faciliter les dépannages des équipements, faciliter les contrôles périodiques et le traitement des observations qui peuvent avoir lieu sur ce bâtiment. Sur ce bâtiment qui a été livré en BIM avec une maquette 3D, eh bien, l'apport de la maquette, ça va être de pouvoir positionner justement ces différentes données dans l'environnement du bâtiment et réellement visualiser l'équipement, la zone, le local, l'étage, l'ascenseur qui est concerné par la donnée que je suis en train de regarder sur mon smartphone ou sur mon écran. Une question équipée, le coût, alors évidemment il y a des retours sur investissement qui sont, j'imagine, non négligeables, mais le coût de l'investissement pour équiper en capteurs et collecteurs de données en tout genre, c'est très cher ça représente quoi, Jean-Bernard? Non. Non. Voilà. C'est pas cher. Non, Non, en fait, tout dépend de quoi on parle. Parce que quand on évoque les capteurs, ça va de capteurs très simples qui peuvent être des capteurs de température que vous pluguez sur un mur, ça c'est immédiat, à des capteurs plus complexes. Quand vous êtes amené à travailler dans une voirie, il faut des arrêtés de voirie, puisque vous êtes obligé de couper la circulation à certains endroits ou le stationnement. On déploie, j'en parlerai aussi un peu plus tard, des capteurs qui analysent le bruit de l'eau dans les canalisations. Alors quand vous déployez ce genre de solution, il faut un peu plus de temps. Donc c'est pas trop le sujet du capteur, c'est plus la problématique de logistique d'intervention dans des endroits très spécifiques qui va faire en sorte que pour déployer ces types de solutions, il faut prendre toute une série de précautions. Donc c'est du temps. Mais techniquement, ce n'est pas très compliqué. Les enjeux pour un territoire, c'est-à-dire que pour une collectivité publique, c'est-à-dire que c'est majeur pour eux de recourir à ces technologies où plus aucun acteur public peut ignorer ces technologies pour gérer leur territoire. Alors, mais c'était pour aussi. Oui, bien sûr. Mais alors les enjeux, si je reprends la parole, et en l'occurrence le slide qui doit apparaître, en fait, ces enjeux,
ils sont multiples. Donc, Oui. les collectivités ont des enjeux qui sont des enjeux énergétiques, des enjeux d'attractivité du territoire. Qu'est-ce qui fait en sorte que mes citoyens vont venir vivre dans ma ville, vont venir y travailler, vont venir circuler le mieux possible. Donc, des enjeux d'attractivité, d'efficience des services de la ville jusqu'au bâtiment. Alors, pour adresser... Ouais. Pardon. Allez-y, vas-y, je vous en prie. Et donc, ces enjeux, qui dit enjeu, dit usage. Donc, on a en face de ces enjeux des typologies d'usage par domaine. Les grands domaines sont l'énergie, l'éclairage public, le stationnement, la recharge de mes véhicules électriques, la circulation, effectivement, faire en sorte que ma circulation soit la plus fluide possible, des sujets de mobilité, des sujets d'efficacité énergétique de mes productions, si j'ai des énergies renouvelables dans ma ville. Donc ces différents usages, on les adresse en nous rapprochant de différentes typologies d'acteurs qui, eux, seront différents en fonction des usages. Donc ça peut être aussi bien l'exploitant du bâtiment, on l'évoquait, qui, lui, a des attentes en termes d'efficience, maîtrise des coûts, donc être le plus productif possible quand je vais opérer effectuer des opérations de maintenance et d'exploitation dans mon bâtiment. C'est le citoyen qui, lui, veut être informé sur la manière dont sa ville vit et être en interaction avec sa ville. Et donc, comment rendre plus participatif le citoyen? Ce sont les régies d'eau, les régies d'électricité qui, elles, veulent optimiser et gagner aussi en efficience quand ils vont déployer et capter les informations de consommation des citoyens. Donc, ce sont différents types d'acteurs en fonction des cas d'usage que l'on adresse. Et pour rejoindre ce qui est évoqué tout à l'heure, pour adresser ces différents cas d'usage, on parle d'objets connectés. Donc, vous entendrez parler du jargon IoT, Internet of Things. Voilà, donc l'Internet des objets. L'Internet des objets. Donc, on déploie des objets qui vont capter de l'information, que ce soit du stationnement, de la lumière, de la vibration, enfin toute une série d'informations que l'on va remonter en passant par des réseaux divers et variés, des réseaux opérés par des opérateurs ou bien des réseaux privés. Donc nous, on travaille aussi bien avec des opérateurs tels que Orange, Bouygues, ou bien on construit nous-mêmes les réseaux tels que je l'évoquais en amont de cette présentation. Et ensuite, on va publier ces informations au travers de dashboards, donc des écrans qui vont présenter des graphes, des camemberts, des courbes, qui vont historiser, qui vont aller jusqu'à nous proposer des solutions de maintenance prédictive, parce que plus on capte de la donnée, plus on peut prévoir et des anticiper. choses et anticiper. Parce que c'est même les assurances peuvent l'utiliser pour le calcul des risques. C'est ça, on peut imaginer des solutions qui existent déjà. C'est ça, qui sont quasiment infinies. Exactement. Et en analysant en fait l'histoire, on peut en déduire le passé dans ces domaines-là, parce qu'on voit comment se comportent les différentes solutions que l'on déploie, et l'analyse de ces comportements nous permet de prédire des nouveaux comportements, et donc entre autres de prédire des pannes. Et donc nous, Sogetrel, et ensuite je laisserai la parole à mon voisin de gauche, nous sommes intégrateurs, donc on ne construit rien, nous ne sommes pas éditeurs, nous sommes intégrateurs, on se rapproche d'acteurs tels que Esri, tels que Intent pour déployer, pour concevoir une solution dans sa globalité et s'entourer des meilleurs acteurs pour, au final, proposer les usages et les services les plus efficaces possibles pour les collectivités, les exploitants des bâtiments, etc. Alors justement, l'éditeur, il se trouve à votre gauche, donc à ma droite. Et alors, on vous donne la parole. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire éditer l'ensemble de ces données, déjà, pour présenter le métier? Alors, pour présenter un peu Bionatics, donc nous, on est une société d'ingénieurs. On a été créé il y a une vingtaine d'années et on est spécialisé en fait plutôt dans les solutions d'aide à la décision sur justement la gestion, le développement des territoires. On développe des solutions qui s'appuient sur la modélisation en 3 dimensions de ce territoire. Et on va travailler sur les échelles, c'est-à-dire on va passer du territoire effectivement à l'équipement, au bâtiment, et on va chercher en fait à petit connecter les informations que l'on a à ces différentes échelles. Tout ça pour en fait fournir des outils d'aide à la décision, que ça soit alors on va travailler chez nous, chez Bionatics, à 2 échelles avec des équipements différents, mais on a une gamme de logiciels, l'Ansim 3D pour ceux qui connaissent, où on va plutôt fournir des outils de modélisation pour développer des opérations d'aménagement, pour les suivre, les piloter, pour les mettre à jour selon le cycle de vie de l'opération d'aménagement. Certaines opérations peuvent
se développer pendant plus de 10 ans. Et là, on va plutôt équiper des acteurs de l'aménagement, des collectivités ou des concessionnaires d'aménagement. Et puis, bien sûr, ces opérations d'aménagement, petit à petit, elles sont rétrocédées à la ville. Et quelque part, de fil en aiguille, on est amené forcément à consolider tout ça dans des maquettes numériques à l'échelle du territoire, comme vous le voyez ici à l'écran. Et là, on va pouvoir adresser un autre type d'acteurs, de clientèle, qui sont les collectivités elles-mêmes, qui ont du patrimoine à gérer, des équipements publics, des écoles, des gymnases, des médiathèques. Et ce que l'on fait chez Bionatics avec une autre solution qui s'appelle donc Smart for Life, c'est de pouvoir faire remontrer en fait toutes ces informations dans des hyperviseurs 3D qui permettent en fait aux collectivités d'avoir une capacité à visualiser, à analyser et finalement à mesurer la performance de ces équipements. On va donc là se nourrir des informations collectées par ces fameux capteurs, tels que Sogetrel l'a expliqué. On va passer par des technologies comme Intent Technology sur l'IoT et on va faire remonter ça dans des hyperviseurs qui permet d'avoir simplement une visualisation non plus à l'échelle du bâtiment, mais une capacité à analyser la ville plus globalement, à voir comment elle fonctionne, et bien sûr de prendre des décisions pour améliorer sa performance sur toutes les thématiques qu'on a évoquées juste avant. Venir, ouais. On parlait de transport, on parlait d'énergie, mais ça peut être aussi aujourd'hui avec des applications mobiles, la population peut aussi se prononcer sur son confort de vie, sur des incidents qu'elle identifie ici ou là sur la voirie. Elle peut aussi se prononcer sur le ressenti par quartier. Donc on peut aussi, pour les élus, pour la collectivité, avoir des remontées d'informations intéressantes sur l'état d'esprit de la population à l'échelle d'un quartier, etc. Donc toutes ces informations, elles sont évidemment, c'est très très vaste, c'est très très vaste. Et l'objectif, c'est de voir comment on va consolider tout ça et donner des thématiques effectivement d'analyse ou d'usage qui correspondent vraiment aux besoins de la collectivité. Et ce qui est nouveau dans les solutions qui sont proposées, c'est que finalement, l'ensemble des acteurs sont très variés et utilisent tous la même solution. Ça, c'est assez nouveau que, quelle que soit la personne, on utilise les mêmes, d'après les données analysées, on utilise ces mêmes outils. Avant, chacun était évidemment séparé dans la compréhension. Et là, il y a une sorte de convergence de l'outil qui va en fait s'adresser à tout le monde. Ça c'est nouveau dans l'histoire de la gestion. C'est nouveau en fait. On peut facilement évoquer la transformation numérique des bâtiments, des infrastructures, des territoires. Et depuis 10 ans, 15 ans, on voit aujourd'hui qu'on passe dans un monde numérique. Donc tout à l'heure, on a défini le SIM, le BIM. Ça fait partie de ces outils, de ces processus pour une vraie transformation numérique, mais qui n'est pas seulement une transformation numérique de j'ai en 3D mon territoire. Mais là, ce qu'on voit autour de cette table ronde, c'est des acteurs où nous proposons des cas d'usage grâce à cette transformation numérique. Et cette transformation numérique, en effet, Thomas, comme tu l'as dit au départ, est réglementée, normalisée. Dieu merci d'ailleurs. Ce qui permet d'avoir des connexions entre différents systèmes et en effet d'arriver à une base unique qui va être partagée par différents acteurs, que ce soit le projeteur, de la topographie, l'ingénieur, l'architecte, mais aussi le citoyen qui va regarder une information sans qu'il y ait duplication des données, sans qu'il y ait des informations qu'on ne peut pas mettre à jour. Donc l'objectif de cette transformation numérique des territoires, des infrastructures, pour aller vers le jumeau numérique, est de mettre en place des informations pérennes, normalisées, et le monde digital, aujourd'hui, le permet, puisqu'on a des solutions, comme l'a montré Intent, sur un smartphone. Aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre, mais 90 ou 95% des gens ont un smartphone. Je veux de l'information et je l'ai en 5 secondes sur mon smartphone. Et avec ces capteurs, avec cette intelligence du territoire, d'aménagement du territoire, Bionatics a dit je gère des projets sur 10 ans. Donc il faut pouvoir, avec ces transformations numériques, assurer cette continuité. Et on parle chez Esri de la continuité digitale, qui est la clé pour avoir des informations numériques, pour les partager, pour les transformer, pour les mettre à jour, et puis surtout, de pouvoir connecter avec des systèmes intelligents. On parle de la Smart Cities, Intent en parle le mieux, de la gestion intelligente du territoire chez Bionatics, et de la
captation d'informations, d'objets connectés chez Sogetrel. Et nous, Esri, on met tout ça dans un jumeau numérique 3D qui va se Vous connecter. intégrez l'ensemble de tout ça. Et donc, l'analyse est un élément décisif là-dedans. C'est-à-dire que l'analyse est finalement la vulgarisation, parce que ce qui est important, c'est de continuer le dialogue avec les acteurs du territoire ou du bâtiment qui ne sont pas des spécialistes. Donc, l'étape d'après, c'est de proposer des outils simplifiés. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la complexité. On est quand même sur des sujets complexes, c'est-à-dire que le BIM, quand on parle d'un bâtiment, c'est quand même une structure complexe d'un point de vue géométrique. Et ça ne s'arrête pas là. Le BIM, ce n'est pas simplement une représentation géométrique du bâtiment, c'est également toute la documentation qui va avec. Donc c'est une structure d'information qui est complexe. On va passer de l'échelle du bâtiment à l'échelle du quartier, là on a encore plus d'informations, puis à l'échelle du territoire. Et donc cette masse d'informations, il faut bien voir qu'ensuite on a des usagers qui ne sont pas forcément... qui ne sont pas des experts certes, mais surtout, parfois en tout cas, mais surtout on va... ce qui est important et ce qui est difficile aussi dans notre métier, c'est que dans cette complexité de données, d'informations, il va falloir adresser des cas d'usage, comme on le disait, donc des usagers qui ont un besoin partiel de l'information. Ils n'ont pas besoin de toute cette information, ils ont besoin, dans cet ensemble, d'un certain nombre d'informations qui va correspondre à leurs besoins. Voilà. Et donc, c'est parfois ce tri, cette organisation, cette manière d'adresser en fait, la data au bon acteur pour son besoin qui est pour moi l'enjeu, c'est-à-dire non seulement une problématique spatiale, mais il y a une problématique aussi temporelle, quelles données, à quel moment, pour quels besoins. Des problématiques, bien sûr, d'échelle, entre un bâtiment et la visualisation de ma ville, bon, c'est pas les mêmes échelles. Et tout ça est matriciel, enfin, c'est complexe. Ça doit créer quelques surprises, des gens qui arrivent tout d'un coup et qui visualisent une ville, un quartier qu'ils n'imaginaient absolument pas, donc ça doit donner des nouvelles perspectives. C'est que les gens doivent même se rendre compte différemment. Ça, c'est en tant que cartographe, vous devez être confronté à des gens qui voient, mais totalement différemment, avec un effet de recul. Et là, on comprend évidemment mieux et on en arrive à pouvoir décider, c'est-à-dire décider en maîtrise c'est ça, en connaissance de cause. Pour illustrer, juste aller au bout du propos, c'est-à-dire que quand on est à l'échelle d'un bâtiment, évidemment, on a besoin, comme le disait Sogetrel tout à l'heure, vraiment d'avoir des informations sur techniquement tous les détails pour sa construction. Ça maintenant, c'est encore différent, c'est-à-dire qu'on a un BIM construction qui est un peu différent d'un BIM exploitation. Et puis, à l'échelle du quartier, si on prend une opération d'aménagement, on ne va pas forcément avoir besoin des niveaux de détail d'un BIM pour faire de l'analyse au niveau du quartier. On va passer dans des degrés d'information différents, donc on a des usages différents. Puis à l'échelle de la ville, c'est encore autre chose. On va plutôt effectivement s'intéresser à l'IoT, mais sur des enjeux de consommation globale. Voilà. Donc c'est tous ces mouvements d'échelle et cette problématique qui est au cœur aussi des usages. Donc oui. Oui, alors je pense que il faut voir l'aspect décisionnel, mais il faut voir également l'aspect très opérationnel. C'est que ces investissements ou ces solutions qui sont mises en œuvre pour permettre justement d'agréger et de rendre accessible de la donnée au plus grand nombre à l'échelle d'un bâtiment ou d'un territoire, elles servent en effet à prendre des décisions plus éclairées sur des investissements, sur de la planification, etc. Mais on s'aperçoit à l'usage que ces modèles-là fonctionnent si la donnée est utilisée par le plus grand monde. Parce qu'il y a toujours des enjeux aussi de qualité des données, et on sait qu'une donnée de qualité, c'est une donnée qui est utilisée. Nous, un des enjeux qu'on souhaite adresser, c'est de vraiment faire des solutions qui soient utiles. Je dirais que ça, c'est un peu le b.a.-ba, mais en plus utilisées par le plus grand nombre. Donc on essaie vraiment de positionner aussi cette notion de BIM ou de SIM à deux niveaux. C'est à la fois un niveau très opérationnel, et c'est comment est-ce que je fais en sorte que l'agent, la personne sur le terrain, le fournisseur de services, la personne qui doit vraiment faire son métier, elle puisse avoir accès à ces informations. Et en effet, on le disait, aujourd'hui, la mobilité, c'est l'usage le plus commun. Donc il faut pouvoir mettre les informations à disposition sur un smartphone avec des expériences utilisateurs qui soient intuitives, qualitatives, avec du temps réel, avec du moteur de recherche, enfin bref, tout ce qu'on utilise au quotidien dans nos applications grand public. Et ça, je dirais que c'est plutôt dans l'usage quotidien de la donnée. Et ensuite, il faut réussir en effet à faire en sorte que ces données puissent être agrégées à un niveau plus macro pour justement rentrer dans des logiques décisionnelles et faire en effet en sorte que ces usages quotidiens, finalement, ils viennent aussi alimenter des processus de décision qui, eux, seront sur de plus long terme. Information et usage, c'est les deux maîtres mots. Alors justement, les usages, est-ce qu'on peut avoir des cas précis d'usage auxquels ces outils viennent répondre? Oui.
Oui, alors je peux illustrer avec quelques références qui vont apparaître sous vos yeux, des cas d'usage très concrets qui adressent aussi bien les sujets de ville, de territoire que de bâtiments. Alors, on est là sur une référence qui est Sourcéo. Donc Sourcéo, au sein de la métropole lilloise, c'est un acteur qui va faire en sorte que l'eau du robinet qui sort de votre robinet est la plus pure possible. Donc de l'eau pure, ça passe, c'est bien. Hein, Ça, c'est pas mal. c'est bien, c'est simple quand on le dit comme ça. Mais c'est pas dans les évident. faits, entre le forage et l'eau qui coule du robinet, il y a toute une série de processus qui sont très complexes. Il faut s'assurer que le pH est à bonne et de bon niveau, que j'ai un taux de nickel qui est dans une certaine plage. Donc, bref, il y a toute une série de traitements industriels de l'eau qui est conséquent. La CEMAG, Sourcéo, pardon, nous a sollicité a lancé un appel d'offres et avec Intent, nous avons remporté cet appel d'offres visant à faire en sorte qu'ils aient à disposition une visibilité précise des actes de production de l'eau potable sur l'ensemble de la chaîne, de la production, donc des forages jusqu'à l'eau jusqu'à l'eau du robinet, merci, Dans notre verre. qui coule dans notre verre. Et donc pour cela, on est en train, car le projet est en plein déploiement, de déployer une solution qui va permettre de bimiser ou de représenter de façon digitale très précise la chaîne de traitement de l'eau de A à Z. Bon, c'est un exemple et c'est passionnant parce qu'on découvre, en plus, alors, le domaine de l'eau, du traitement de l'eau est un domaine très spécifique. Quand je dis on, je pense qu'avec Jean-Philippe, on découvre beaucoup de choses au fur et à mesure où ce projet se déploie, mais c'est passionnant. Et pour Sourcéo, c'est un gain en efficacité, en productivité colossal, puisque avant, une bonne partie de ces sujets se traitaient manuellement, et là, la digitalisation des process est fabuleuse. Vous avez sur cette représentation un petit film qui illustre la manière dont on traite le sujet. Donc vous voyez que l'ensemble du process est traité de A à Z. Je ne sais pas si c'est très clair au travers de la petite vignette, mais globalement, on Ils pourront s'interface. en replay, on pourra la revoir. Voilà. Donc ça, on Vous pourra pourrez la prendre voir le temps de en replay. l'analyser. Et comme vous l'évoquiez, on s'interface. C'est pas juste un système d'information. Dans le cadre de Sourcéo, on fait appel et on s'interface, avec la plateforme Intent, à toute une série de systèmes d'information. Et donc, le sujet de l'interopérabilité des plateformes est structurant, en l'occurrence, pour ce projet-là. Le deuxième sujet que je souhaitais illustrer, c'est la ville de Paris. Le sujet de la qualité de l'air, vous savez, c'est un sujet structurant et de plus en plus, avec la crise que l'on connaît, est venue s'amplifier. Et une réglementation assez stricte est venue se greffer depuis quelques temps, obligeant les établissements publics, et du moins dans le domaine de l'enseignement, à s'équiper de solutions pour mesurer la qualité de l'air et engager des actions si cette qualité de l'air n'est pas au rendez-vous. Donc il y a un certain nombre de critères et en l'occurrence des indicateurs qu'il faut suivre très précisément, et les actions pouvant aller jusqu'à l'évacuation des salles de classe, l'aération, l'avertissement du préfet si on atteint des seuils très critiques. Donc là, en l'occurrence, vous pourrez le voir en vidéo, en replay. On travaille avec la ville de Paris de façon très importante sur toute une série de bâtiments. Haut-de-Paris, alors vous voyez ici en haut à droite de ce slide un tuyau et une fuite d'eau. Donc on est encore dans le domaine de l'eau, mais là, Haut-de-Paris nous a sollicité pour régler son problème des fuites. Donc il y a beaucoup de fuites, il faut le savoir, au sein des canalisations de la ville de Paris. Et précédemment, il fallait envoyer des agents le long des canalisations pour vérifier voir mètre par mètre, c'est ça, entre guillemets, pratiquement ouais. mètre par mètre, voir s'il y avait des fuites. On a déployé une solution avec des capteurs intelligents qui écoutent l'eau. Donc il y a l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, là c'est l'eau qui murmure à l'oreille des capteurs. La goutte d'eau qui permet de... Exactement. Donc, l'eau qui circule a un certain bruit, une certaine signature sonore. Et ces capteurs savent, sur la base de cette analyse sonore, vous dire qu'à tel endroit, vous avez une fuite d'eau. Donc, c'est colossal en termes d'efficacité pour Haut-de-Paris, puisque, du coup, ils n'ont plus à monopoliser des équipes pour
pour aller collecter et s'informer et envoyer des techniciens sous l'ensemble des plaques d'égout de la ville. Donc on est à peu près sur 3000 capteurs. Ouais, donc c'est gain de temps, gain de tout. En fait. productivité de tout. Donc Productivité au de final, et majoritairement, ce sont des gains économiques au final. Puisque gain, qui dit gain, dit principalement gain économie. Sur celle-ci, alors, pour tout vous dire, je ne vois pas exactement de Détection et intrusion et sécurisation des accès oui, routiers. Donc on est sur une autoroute, sur l'autoroute A43 qui avait une problématique de sécurisation et d'accès à l'autoroute. Donc vous savez que le long des autoroutes, vous avez des portails qui, hélas, auparavant s'ouvraient et pouvaient s'ouvrir de façon... quand de différents acteurs souhaitaient y parvenir, donc ils ouvraient les portails, accédaient aux boîtiers électriques, aux armoires électriques de l'autoroute. Donc la société de l'autoroute nous a sollicité et nous a retenu pour mettre en place une solution qui surveille les ouvertures des portails, des armoires électriques le long de cette autoroute. Donc il y a des tunnels, il y a des ouvrages d'art et il faut s'assurer que l'autoroute est la plus sécurisée possible. Donc là aussi, l'IoT nous a permis et a permis à la société, la STRF, de gagner en sécurisation de ces ouvrages. Ici, on est... Pardon. Allez-y, non, Oui. là, Je poursuis rapidement. Ici, si on zoome, on est sur la télé-relève de compteurs. Donc là, ici, on travaille également avec Intent. Là, on est en Guadeloupe où la CEMAG nous a sollicité pour, plutôt que d'envoyer des agents relever les compteurs d'eau au sein des différentes habitations, mettre en place une solution de capteurs d'eau connectés. Donc les capteurs d'eau remonte des informations sur les index de consommation. Donc on a déployé un réseau qui permet de capter les informations issues de ces compteurs et donc là aussi permettant à la CEMAG de gagner en efficacité avec moins de déplacements pour leurs agents au sein des différentes habitations. Je finis avec Toulon, Provence, donc la métropole de Toulon. Ici, on travaille avec Esri sur une autre thématique. Donc, la métropole de Toulon a souhaité et souhaite, alors, le projet est en train de démarrer. D'ailleurs, pour tout vous dire, aujourd'hui a lieu le premier kick-off avec la ville de Toulon. Et donc la ville souhaite faire de sa ville une ville digitale la plus communicante possible. Donc le citoyen est au cœur de la ville et il sera également acteur dans le sens où la ville souhaite apprécier le stationnement dans sa ville. Donc on va déployer des capteurs de stationnement, souhaite apprécier le taux de pollution dans sa ville, le taux de pollen, la qualité de l'air dans sa ville et donc a souhaité que l'on capte ces informations. Là encore, on déploie des capteurs divers et variés. On va les remonter sur un premier niveau de plateforme pour les agréger et pour en retenir, comme on l'évoquait tout à l'heure, l'information la plus pertinente possible, puis ensuite la transmettre à Esri qui, elle, va la représenter d'une façon bien plus exploitable et bien plus sexy, si je puis dire, avec une représentation 3D et en l'occurrence qui permettra à la ville et aux exploitants, parce qu'à nouveau les exploitants seront acteurs de ce projet de transformation pour la ville de Toulon, d'apprécier les usages les plus efficients possibles. Alors là, vous nous avez donné quelques exemples, mais on pourrait en citer comme ça, un nombre infini. Mais alors justement, est-ce qu'on a conscience des besoins forcément, ou au contraire, vous, en collectant ces données, vous arrivez à créer des nouveaux usages auxquels les acteurs du public n'ont pas forcément pensé. C'est-à-dire que quand on s'adresse à vous, on ne sait pas forcément ce dont on a besoin. Est-ce qu'on peut les orienter et les guider sur des nouveaux usages pour répondre à des problématiques dont ils n'avaient pas conscience ou ne savaient pas que ces outils avaient le potentiel pour y répondre? Oui, alors je pense que il y a, finalement, quand on regarde les différents niveaux de maturité qui sont franchis, il y a eu dans un premier temps la capacité à rendre l'information accessible. C'est-à-dire qu'auparavant, déjà, c'était très compliqué d'accéder à l'information. C'était beaucoup d'opérations humaines. Soit il fallait envoyer des gens sur le terrain, soit il fallait aller se connecter sur différents logiciels. Et donc déjà, il y avait très peu d'usage de l'information au quotidien. Donc le fait de rendre cette information accessible à n'importe qui dans l'organisation, qu'on parle d'une collectivité, d'un bailleur social ou d'une foncière, ça a déjà changé les choses, puisque on a pu commencer à prendre des décisions ou à faire des actions avec de l'information tangible dans les mains.
Le fait d'agréger un grand nombre d'informations, ça a créé déjà un premier niveau d'analyse qui était compliqué à réaliser aujourd'hui, c'est que on a pu créer des indicateurs, donner des tendances sur justement une qualité de service, sur une performance énergétique, sur l'usage d'un bâtiment, qui auparavant était peut-être mesuré une fois, 2 fois dans l'année. Et là aujourd'hui, on donne la capacité à le faire à n'importe quel moment dans l'année, et donc en plus derrière de réagir plus rapidement en termes d'usage ou en termes de pilotage de ses partenaires et de ses fournisseurs. Et ça donne déjà aussi un nouveau niveau d'analyse, c'est qu'avant on était vraiment dans le réactif et maintenant on est beaucoup plus dans le préventif. Prospectif ou préventif. Exactement, sur la manière dont le bâtiment ou le territoire est géré. Le troisième niveau qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui et qui là ouvre encore lieu à des gains qui sont très importants, c'est le niveau d'automatisation. C'est-à-dire que maintenant, le logiciel, la plateforme, en s'appuyant sur l'IoT, en s'appuyant sur des données historiques, va pouvoir en plus réaliser des actions pour le compte de l'humain. Alors bien sûr, on ne parle pas de décisions à l'échelle de la ville, mais plutôt des actions du quotidien qui, jusqu'à aujourd'hui, prenaient du temps sans forcément de la valeur ajoutée. Et donc typiquement, c'est automatiser une demande d'intervention lorsqu'un capteur détecte une fuite, lorsqu'un capteur détecte un problème de qualité de l'air ou une panne d'un équipement. C'est faire en sorte que l'entreprise qui a la charge de remettre en service cet équipement, elle n'attend pas l'appel de l'usager pour intervenir, mais elle soit prévenue automatiquement par le capteur et elle puisse intervenir. Donc oui, forcément, le fait de rendre accessibles ces données et de les agréger et d'automatiser leur collecte et leur analyse, forcément ouvre lieu à des nouveaux usages, répond à des nouveaux besoins qui jusque-là étaient difficiles à matérialiser. Ouais. Vous avez une vidéo à nous présenter d'un des projets sur lesquels vous aviez travaillé? Oui, tout à fait. Alors, en termes de vidéo, bon, on a eu la présentation du bâtiment New tout à l'heure, mais qui est un cas assez typique de ce qui est mis en œuvre, puisque en effet, on va par exemple télésurveiller le confort intérieur, c'est-à-dire la température, l'hygrométrie, la qualité de l'air, et être capable d'automatiser des demandes d'intervention sur une climatisation, par exemple, lorsqu'on atteint des niveaux qui ne sont pas corrects. On va avoir un monitoring de la performance énergétique et puis être capable là aussi de déclencher des interventions lorsqu'on dépasse des seuils de consommation. On va pouvoir repérer par exemple les équipements qui ont généré le plus de dépannage sur une période donnée pour se dire tiens, c'est vraiment peut-être cet équipement ou cette centrale de traitement de l'air qu'il faut que je remplace lors de ma prochaine campagne de travaux. Donc ça, en effet, on est typiquement là à l'échelle d'un bâtiment sur les cas d'usage que rendent possible ce type de solution. Et puis bien sûr, on parlait tout à l'heure de l'échelle du territoire et où on se rend compte que ces enjeux de gestion d'un bâtiment dans son cycle de vie, eh bien, justement, Esri, Sogetrel, Bionetics l'ont bien développé. Ils existent également à l'échelle du territoire et finalement, on va là aussi se retrouver dans les mêmes cas d'usage sur de la production d'eau, sur de l'entretien d'un ouvrage d'art ou sur justement la voirie, les bornes de recharge de véhicules électriques et tous les services qu'une collectivité va opérer. Au niveau des collectivités territoriales peut-être plus modestes, un peu plus petites, est-ce que les interlocuteurs sont capables, c'est pas forcément le bon terme, mais est-ce que peuvent appréhender tout le potentiel que ça représente ou c'est parfois compliqué d'avoir le dialogue? Bon, je pense que nous sommes principalement ici des éditeurs de technologies et de logiciels, et je pense on voit que les technos sont là, elles sont prêtes, et je crois qu'aujourd'hui on est plutôt en croisade pour simplement éduquer les acteurs des territoires. Je crois qu'on a tous fait le salon des maires et on voit bien que les gens découvrent que ces technos effectivement se développent, existent. L'enjeu, c'est comment on les met en œuvre, comment on les applique, comment on les intègre dans une démarche dans la collectivité. Oui, de toute façon on est tous en train de faire de la pédagogie, c'est ce qu'on fait là en ce moment d'ailleurs. C'est que on part de technologies sophistiquées, complexes, qu'on cherche à vulgariser et qu'il faut s'adresser à l'ensemble de la chaîne de décision, et ça va effectivement du technicien à l'élu, mais ils comprennent très bien.
comprennent très bien tout ce que ça peut apporter. Effectivement, les cas d'usage sont importants, les exemples, les démonstrateurs que l'on construit ici ou là les uns les autres. C'est vraiment ça qui nous permet d'avancer, mais la croissance, elle est là, elle est devant nous, et évidemment, il ne faudrait pas que, en fait, en fonction des interlocuteurs ou des gouvernances politiques, il y ait des disparités sur le territoire parce que certains acteurs comprennent mieux l'innovation et d'autres sont plus en retard, uniquement parce qu'il y a un problème humain ou de compréhension ou d'accès à la technologie. Non, mais comme je disais tout à l'heure, il y a ce qu'on observe chez Bionatics, parce Bionatics travaille vraiment sur la visualisation. Comment on visualiser en 3D une information complexe pour la rendre facile d'accès, rapidement la comprendre. À toutes les échelles, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et on voit bien que sur des enjeux de réseau, là on parlait tout à l'heure de réseau d'eau, vous pouvez avoir des techniciens qui vont avoir besoin d'informations très techniques, mais un élu à un moment veut avoir accès à un hyperviseur pour comprendre autrement, partager lors de réunions sur des aspects beaucoup plus politiques, des enjeux liés à son réseau. Il ne va pas s'intéresser à une vanne techniquement, mais il va s'intéresser à d'autres sujets. Donc on voit bien en fait l'intérêt de toute cette agrégation d'informations et la manière de la consolider, mais aussi de l'approcher, de la présenter. Ce qu'on disait donc en introduction, la modélisation et la 3D permettent de dépasser nos propres limites de projection dans l'abstraction ou quelque chose dans l'ingénierie qui serait trop complexe. Oui, et là, laissez-moi partager à travers une petite animation les interfaces, puisqu'on parle de technologie, de capteurs, de plateformes. Et l'interface utilisateur est clé pour la restitution, que ce soit au niveau d'un élu, d'un utilisateur, ou de personnes ou de citoyens qui doivent simplement trouver l'information. Et faire simple avec des informations complexes, ce n'est pas le plus facile. Et en fait, on essaye, là, chez SRI France, de mettre en place des solutions en fait paramétrables. J'ai une solution logicielle, et je vais décider de mettre en place des tableaux de bord avec des indicateurs qui proviennent d'autres systèmes, de prendre de la cartographie du territoire, d'associer des informations qui proviennent d'un processus BIM, d'un bâtiment intelligent, d'une infrastructure intelligente, connectée avec des objets, et en fait d'avoir ces informations disponibles. Et là, vous voyez un tableau de bord qui est réalisé avec nos outils en 1 heure. J'ai mes outils, je prends les informations, je les connecte et je diffuse ensuite des informations à des spécialistes, à des non-spécialistes ou à des néophytes qui veulent avoir de l'information sur un bâtiment, où sont les éléments de sécurité, où est ma prochaine salle de réunion connectée avec mon agenda. J'ai rendez-vous dans tel bâtiment avec telle personne à tel endroit, pour aller jusqu'à la maintenance sur des interfaces, là encore, qui sont fournies, je dirais, en standard, mais utilisables par des personnes qui ont une approche métier et pas une approche technique du logiciel. Et on est tous aujourd'hui dans cette approche de mettre à disposition en mobilité. Et puis là, on est sur le web. On ne va pas se le cacher, on est sur le web. Pourquoi? Parce que c'est facile, aujourd'hui c'est sécurisé et on peut diffuser l'information au plus grand nombre sans installer le logiciel. C'est-à-dire que vous avez une panoplie d'outils et de spécialistes qui vont créer l'information, la modéliser, la connecter, développant des applications donc, pour des profils bien particuliers. Et puis ensuite, vous avez des interfaces très simples pour dire « je suis dans une salle ». J'ai un problème sur le vidéoprojecteur où il manque la télécommande de la télévision, j'appuie sur un bouton, c'est transmis aux moyens généraux qui de suite vont dire « Ah, la télécommande, c'est tel modèle, j'arrive dans 5 minutes et je t'amène une télécommande au lieu de passer par des process compliqués. » Donc, les interfaces que vous voyez à l'écran, c'est des choses très simples à mettre en place qui vont donc intégrer les informations 2D, donc la cartographie classique. On a pas mal d'informations en open data, ça c'est une très bonne nouvelle. Les informations du bâtiment, donc les processus BIM, des informations connectées, la connexion intelligente avec des plateformes telles que celle d'Intent, la gestion du territoire chez Bionatics, et en fait de disposer de ces informations au plus grand nombre avec 2 clics. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec les outils SRI pour ce jumeau numérique du territoire et des infrastructures. Donc l'interface, surtout ces processus assez compliqués, est vraiment le nerf de la guerre. Donc l'utilisateur final pourra donc se servir et pour valoriser. Donc là, on voit vraiment que c'est l'outil pour les assets ou property managers. C'est un outil de création de valeur, de valorisation. On en est là. Là, c'est très très concret pour un.
Allez-y, Jean-Philippe. Oui, alors non, mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Il y a des éléments qui sont très importants. C'est que on est vraiment là à un moment charnière, à un changement. C'est que les solutions technologiques, en effet, elles existent et elles sont industrielles aujourd'hui. C'est-à-dire que de plus en plus, on va avoir des solutions qui vont se déployer à des échelles de coûts et de temps qui sont très différentes de ce qu'on pouvait observer il y a quelques années. Et donc, voilà, l'émergence de solutions SaaS notamment et de solutions logicielles industrialisées font que pour une collectivité, pour un property manager, une foncière, un bailleur, c'est des solutions qui maintenant sont accessibles et peuvent être déployées de manière industrielle. On n'est plus au moment du démonstrateur, on est vraiment au moment du déploiement à l'échelle. On le voit avec Sourceo, avec la CEMAG, on le voit sur d'autres projets. Ce qu'il faut se dire également, c'est qu'il y a une maturité de l'écosystème de ces gens-là, parce que quand on commence à travailler sur de la donnée, on ne travaille pas tout seul, on travaille avec tous les acteurs qui interviennent dans les bâtiments. Il y a une maturité de ces acteurs-là qui a vraiment accéléré très fortement aujourd'hui, et de l'artisan à la multinationale, tout le monde aujourd'hui est capable de générer de la donnée dans ces processus et de partager ces données avec des acteurs. Aujourd'hui, on a un écosystème autour d'Intent qu'on appelle l'écosystème Intent Ready qui décrive ces acteurs-là. Et dans ces 170 partenaires connectés à Intent, vous avez des TPE de moins de 10 salariés comme vous avez des acteurs mondiaux de l'ascenseur. Donc on voit bien que tous les acteurs du marché se sont embarqués dans cette dimension. Et puis surtout, un point qui est très important, c'est qu'on a les cas d'usage, c'est ce qui a été dit, c'est qu'on n'est plus non plus dans la démonstration technologique de ce que je pourrais faire sur un bâtiment, mais vraiment dans ce que ça va m'apporter au quotidien, en effet, dans la création de valeur pour mes équipes, pour mes clients, pour les usagers du bâtiment, etc. Et ça vient finalement, cette maturité du marché, elle vient en plus être percutée ou combinée en tout cas avec un contexte aussi actuel, qui est que finalement, on a pris conscience de la valeur d'usage des bâtiments et des infrastructures suite à la période de crise sanitaire qu'on a traversée, puisqu'on s'est rendu compte que finalement c'était aussi l'usage et les attentes de l'occupant, de l'usager qui allaient faire en sorte que le bâtiment avait de la valeur. Donc il fallait être très soigneux vis-à-vis de l'expérience utilisateur d'un bâtiment. Et puis là, on se rend compte actuellement avec la hausse des coûts de l'énergie ou avec les indicateurs extra-financiers qui sont de plus en plus regardés pour justement juger de la valeur d'un bâtiment, d'une infrastructure, qu'on va forcément avoir besoin de maîtriser beaucoup plus finement la donnée d'usage et pas uniquement de la donnée statique pour justement piloter ces enjeux-là. Ouais. Alors la question qu'on se pose, c'est comment on faisait avant. On ne faisait pas ou parce que là, on a l'impression que l'information, l'analyse, la collecte et le traitement et les solutions qu'on applique, elles sont indispensables. Avant, on faisait comment ? Alors, avant de savoir, on ne sait pas. Ouais. Donc, à votre question, le besoin a-t-il été créé ? Je pense que dans certains domaines, on a pu, tout comme l'iPad, on a pu créer le besoin et on a pu quand je dis on, ce sont les collectivités, les exploitants de bâtiments, s'auto-définir de nouveaux besoins, capitalisant sur le fait que ces technologies, cette data est beaucoup plus facilement accessible qu'il y a 5-10 ans. Le monde des objets connectés, des réseaux ad hoc ont été développés par des opérateurs ou par des équipementiers pour faciliter ces remontées d'informations à bas coût. Parce qu'en fait, compte une information basique, c'est très peu d'informations. C'est une température, c'est 2 chiffres. Donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait remonter des petites informations avec un coût très très faible. Et cette diminution des coûts, et enfin le fait que cette technologie soit très facilement accessible, a fait en sorte qu'on s'est interrogé, les clients, les prospects se sont interrogés se disant mais au fait je pourrais très bien capter telle information, je pense qu'il va me permettre de gagner en productivité, alors que jusque là je ne le fais pas. Enfin, soit je vais créer ce besoin parce que je me rends compte que cette technologie se pose, soit je vais optimiser mes prestations, me focaliser sur mon cœur de métier et plutôt passer par des acteurs tiers pour me faciliter la vie dans mes schémas d'exploitation ou de déploiement habituels. Alors, en guise de conclusion, parce que le temps passe à une vitesse, est-ce que, à vous écouter, on ne devrait pas rendre obligatoire l'utilisation de ces outils depuis la création jusqu'à la gestion, puisque finalement, on se demande, ceux qui n'y ont pas recours, si on n'y a pas recours, commettent peut-être une faute. J'anticipe, mais c'est la question qu'on peut se poser. Là-dessus, je pourrais rebondir. Est-ce qu'il y a obligation ? Oui, on est dans un monde normalisé aujourd'hui,
peut prendre des règles. Quand on construit un pont, quand on construit un tramway, il y a des règles éditées par le CEREMA. Si on est dans le processus BIM, il y a une charte éditée par le gouvernement. Les appels d'offres commencent à indiquer le processus BIM doit être implémenté dans la construction d'un bâtiment ou d'un territoire. Dans les pays anglo-saxons, il y a une norme ISO pour le BIM. Elle n'est pas encore implémentée en France, mais aujourd'hui, c'est quasiment obligatoire. Et c'est un état de fait puisque les collectivités, qui sont donc maîtrises d'ouvrage, demandent aujourd'hui ces informations numériques de leur territoire. Donc les acteurs, les maîtrises d'œuvre, aujourd'hui produisent, je ne dirais pas 100%, mais presque, de ces informations. Et je rajouterais que, outre ces technologies, ces processus et cette normalisation, en fait, l'enjeu de cette transformation numérique, c'est aussi une conduite du changement de notre quotidien. De responsabilité. À tous les niveaux. Et en effet, on dispose aujourd'hui de plus en plus d'informations. On parle de la société de l'information. Et là, on est dans une société où on va numériser, disposer en 3D de milliards et de milliards d'informations. Je ne sais pas le chiffre de nombre d'objets connectés dans le monde, mais c'est énorme. Ensuite, en effet, il faut normaliser. Justement, ce qu'on disait, c'est ne pas recourir à ces informations, sachant qu'on en a le potentiel, peut être fautif et on pourrait être tenu responsable. Si on dit que la gestion des crues ou certains risques au niveau de peut empêcher, enfin si l'utilisation de ces outils peut empêcher ça, il faudrait peut-être le rendre obligatoire. Donc indispensable, on a répondu à cette question. C'est sûr, obligatoire. Alors, ça reste un moyen. Est-ce qu'il faut rendre un moyen obligatoire? Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Par contre, c'est se dire quels sont les résultats qui sont atteignables, qui finalement ne peuvent pas se faire sans ça. Et aujourd'hui, quand on parle de RSE des entreprises, quand on parle de performance énergétique, et avec notamment le dispositif du décret tertiaire sur les immeubles tertiaires, quand on parle justement de la performance extra-financière des patrimoines et de tous ces aspects-là qu'on doit mettre en avant, de la maîtrise du risque assurantiel également, finalement, est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui sans maîtriser ces données et comment est-ce que c'est fait? Je pense que c'est un peu ça la question qu'il faut se poser, c'est comment font les gens qui n'ont pas de processus BIM mis en place pour produire ces indicateurs et qu'est-ce qu'il faut mettre derrière ces indicateurs. Donc c'est à mon avis en rendant obligatoire et en rendant plus détaillé, plus accessible ces indicateurs, en les faisant se baser sur des données réelles, qu'on va de toute façon pousser le secteur à adopter massivement ces solutions, puisqu'il ne pourra plus faire sans pour... Et puis les acteurs de l'assurance pourront rendre ça obligatoire aussi. Le mot de la fin, Stéphane? Merci pour me donner le mot à la fin, mais peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a un enjeu coût quand même derrière tout ça, c'est-à-dire que la progression, le développement de cette BIMisation, si on peut l'appeler comme ça, elle est liée aussi au fait que on peut désormais effectivement produire, modéliser à des coûts de plus en plus accessibles, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Notamment chez Bionatics, on va avoir des automatismes complets pour modéliser à l'échelle des territoires, ce qui avant n'était pas possible, puisque les budgets étaient tellement quelque part délirants que les collectivités n'y allaient même pas. Voilà. C'était réservé à des grandes métropoles, à des grandes collectivités qui avaient ces moyens, mais très rapidement. Le phénomène de démocratisation des outils. Exactement, je crois que le mot démocratisation est le bon. Et c'est vraiment là-dessus, chez Bionatics, qu'on travaille pour donner accès à toutes ces technologies de visualisation à ces échelles urbaines ou territoriales de façon très accessible. Voilà. Donc ces coûts sont en train de chuter fortement. Il y a toute une filière d'acteurs qui s'éduquent aussi. Aujourd'hui, faire du BIM, c'est important, mais on voit aussi que la manière de faire le BIM, il y a encore des enjeux, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas encore totalement informé sur la manière de produire un BIM, parce que produire de la data, certes, mais si cette data n'est pas qualitative, elle perturbe la chaîne de tous les acteurs qui sont derrière. Et notamment, il y a des enjeux forts sur ce BIM, cette complexité BIM. Quelque part, on voit qu'à un certain moment, on a besoin de le simplifier. Vous voyez, on a besoin de le simplifier pour l'utiliser autrement. Mais cette simplification, elle n'est pas encore totalement automatique. Donc, il y a encore plein d'enjeux, mais ça progresse. Tout ce qu'on peut constater, c'est que ça progresse quand même très très vite, et que oui, les acteurs publics ont pris conscience, comme le disait Esri tout à l'heure, parfaitement de tout ça, et que ça se développe très fortement. Merci à vous, messieurs. On se revoit dans quelques années. On aura trouvé encore énormément de nouveaux cas d'usage liés à cette bimisation. On sera tous bimisés. Merci en tout cas d'avoir défriché avec nous ces territoires digitaux. Merci beaucoup de votre présence. Et puis vous retrouvez cette émission en replay, ce webinaire, où vous le voulez. Maintenant, voilà. Merci.
Merci beaucoup et à rendez-vous pour un prochain webinaire Regard croisé sous l'égide de Nexity. Et merci à Epton qui nous a accueillis ici dans leurs locaux. Merci beaucoup.